evening, everybody. There we are. Or bonjour, mes amis. Now, I'm sorry, you've got to put up with two Englishmen tonight, but one of them speaks French. L'un d'entre nous parle français. And my family originally did come from France, so I've got some French background, but I'm sorry, I don't speak the language. Et ma famille est originaire de la France, mais malheureusement, je ne parle pas la langue. Le derrière, mais pas la langue. Don't tell her we were Protestants, for goodness sake. Il ne faut pas leur dire qu'ils étaient des protestants. I'm not really a politician at all. After leaving school at 18, having failed at virtually everything, I went straight into the City of London, and I spent nearly 20 years working in the private sector. Je ne suis pas vraiment un homme politique. À l'âge de 18 ans, j'ai quitté l'école et pas réussi à la plupart de mes examens. J'ai rejoint la cité de Londres où j'ai eu une carrière en finance. Indeed, I worked for Credit Lyonnais for 7 years until they sacked me for insubordination, but I'm not bearing a grudge, I promise you. Et j'ai travaillé 7 ans pour le Crédit Lyonnais dans la cité de Londres. Ils m'ont viré parce que je ne m'entendais pas avec la gestion, mais je n'ai pas de problème avec ça. Je ne porte pas de mauvaise conscience à cause de ça. I got involved in politics because I felt that my country did not fit with the European Union. And indeed, if we go right back to 1946, to this great city of Strasbourg, Winston Churchill, in this very city, said in the wake of 2 ruinous and disastrous world wars that maybe the attempt at building a United States of Europe was an idea that would stop war from ever happening again. Je me suis impliqué dans la politique pour des raisons évidentes que je ne trouvais pas que l'Angleterre, le Royaume-Uni se trouvaient dans le même chemin que l'Europe. Et si on revient à 1946, Winston Churchill, ici dans la ville de Strasbourg, a déclaré lui-même que c'était une bonne idée de créer peut-être l'Europe, mais que notre pays ne se trouvait pas parmi les pays qui devaient le faire. However, Churchill even then felt that Britain should never be part of this union, and when I was elected to the European Parliament in 1999, without a single grey hair on my head, I took the view that Britain was the square peg in the round hole, and that we shouldn't be a part of it, but if the rest of Europe wanted it, that was fine. Alors que moi, je suis devenu député européen en 1999. Je suis venu au Parlement européen et j'ai vu comment ça se passait. Je me suis dit que si les Européens veulent continuer sur ce chemin, c'est très bien, mais je ne voulais pas que le Royaume-Uni fasse partie de cela. C'est comme on était le mouton noir, comme on dit en anglais, quelqu'un qui n'est pas dans la bonne famille. But all of that changed in 2005, after Giscard d'Estaing had drawn up a constitution which was clearly for a United States of Europe. If you remember, it was put to a referendum, and the French said no. Vous vous souviendrez qu'en 2005, Giscard d'Estaing était un des fondateurs de la Constitution européenne. Les Français avaient voté non, mais vous, les Français, avez voté non. Et moi, j'étais contre tout ça. And just a few days later, the Dutch voted no by an even bigger majority. And I genuinely thought and believed that the rejection, the democratic rejection of that European Constitution meant that we would get a very different kind of European Union, a European Union that I hoped would be based on trade and not one based on political union. Et juste peu de jours après, les Néerlandais ont aussi voté non dans un référendum. Et moi, je croyais vraiment à l'époque que l'Union européenne deviendra quelque chose de différent, quelque chose basé beaucoup plus sur le commerce et pas sur une Union européenne. And within 2 weeks,
They had rebranded the European Constitution the Lisbon Treaty. They had boasted publicly that by calling it a treaty, it would no longer need to be put to a referendum in any country, and yet they kept every single power that had existed within the Constitution. Et 2 semaines après, ils ont renommé la Constitution européenne le traité de Lisbonne. Ils ont gardé presque tout qui était là-dedans, mais ils ont dit que ça ne valait plus quelque chose qui était un changement. Il ne fallait plus le mettre au vote, au référendum dans les pays de l'Union européenne. This was the birth of my YouTube life, because I suddenly realized that the people that were running what they called Europe were bad people. That the people that were running Europe couldn't care less what you, the people of France, think, what the people of the Netherlands think, what the people of Britain think. They had their dream, and their dream was, despite what the people thought, he'll catch up, don't worry, despite what the people thought, they were going to build a political Europe regardless. Et alors, à ce jour-là, est né mon mépris pour l'Union européenne, surtout les gens qui géraient l'Union européenne, les gens qui ne voulaient pas écouter les gens de la France qui avaient voté non, les gens des Pays-Bas qui avaient voté non, les gens du Royaume-Uni qui ne voulaient pas ça. Ils ont tous décidé de continuer dans leur projet européen malgré la volonté du peuple. But one country had to have a referendum on the Lisbon Treaty because of their constitution, and that was Ireland. And the Irish had their referendum on the Lisbon Treaty, and guess what they voted? They voted no as well. Il y avait un pays qui, selon leur constitution, devait quand même tenir un référendum sur le traité de Lisbonne, l'Irlande. Ils ont tenu ce référendum et devinez ce qu'ils ont voté. Ils ont voté non. And the very next day, we were here in Strasbourg, in the European Parliament, having an emergency debate about the Irish vote. And I will never forget a man called Martin Schulz, who is now the President of the European Parliament, not one of my best social acquaintances, it has to be said, who at the time was leader of the Socialist group in the European Parliament. And in the wake of the Irish no vote, Schulz said, "We must not bow to populism." Le lendemain de ce vote, on était ici à Strasbourg pour un débat dans le Parlement européen. Et je me souviens clairement de M. Martin Schulz, qui est maintenant président du Parlement européen, qui à l'époque était président du groupe socialiste. Et lui, dans le débat, a dit clairement que nous, on ne doit pas se rendre au populisme. And that was the moment I realised that actually what was happening in the name of Europe had nothing to do with Europe at all. That what has actually happened here is an idealistic notion of getting France and Germany round the table together after those 2 horrible wars to try and make them friends again had actually been hijacked by a group of career politicians and bureaucrats determined to pursue their own goals. Et à ce moment-là, j'ai entendu moi-même que l'idée de l'Europe, de l'Union européenne, qui était de rassembler en paix les peuples de l'Europe, n'était plus cet idéal, c'était devenu un idéal politique où, entre la France et l'Allemagne à l'époque, c'était devenu maintenant un idéal politique qui était pris en otage par les dirigeants des institutions européennes. And without ever telling us their intentions, without ever respecting the no votes in referendums, they have imposed upon the peoples of Europe a new flag, a new anthem, a new police force, and now a new European army. And I reject the entire notion. I am not European, I am British. Europe is not about that flag. It is not about Herman Van Rompuy. It is not about the, well, absolutely. Et moi, depuis ce jour-là, je rejette leur concept de l'Union européenne.
le concept du drapeau, de l'hymne de l'Europe, d'une armée, d'une brigade policière européenne et de l'armée européenne. Et je rejette l'idée que Van Rompuy soit le président de cette Union européenne. Europe is the most incredibly, fantastically diverse, wonderful, richest continent on the whole of this planet. And what we should be doing is not attempting to take away from each European nation their individuality and their identity and their democracy and to force them all into one, governed by the Barrosos and the Van Rompuys or anybody else. What we should be doing is celebrating the diversity and the differences that exist within our continent. I say that, although of course myself, I come from a mid-Atlantic island, but nevertheless, Europe is about diversity. Europe is about difference, and we should say, vive la différence, let's be individual nation states, let's trade together, let's cooperate together, let's be friends together, but let's maintain our pride and our identity. L'Europe, c'est le continent le plus divers au niveau culture et identité sur la planète. Je rejette totalement l'idée qu'on peut tout mettre ensemble. Je veux que nous soyons vraiment fiers de ce que nous sommes. Je rejette que tout soit géré par les Barroso et les Van Rompuy à Bruxelles. Et je suis fier d'avoir l'identité nationale et que l'Europe reste un pays, un continent où il y a cette diversité, la différence, et je dirais, comme on dit en français, vive la différence. And there is another very strange irony with the way in which this Europe, their Europe, not our Europe, their Europe, there's a very strange irony with the way in which it's developing. Because it isn't just a Europe that is dominated by the bureaucrats. It is, despite the intentions at the outset, now a Europe that is completely and utterly dominated by one country. We are now living, whether we like it or not, in a German-dominated Europe. Et l'Europe que nous vivons maintenant, c'est l'Europe qui n'est pas vraiment dominée, malgré leurs désirs, par les bureaucrates des institutions à Bruxelles. C'est une Europe qui est dominée par un pays, et ce pays-là, c'est l'Allemagne. I am not a conspiracy theorist. I do not believe that the Germans actually want to take over Europe. It's just that they're the biggest country. It's just that they're the biggest economy. And it's just that Merkel, although she has absolutely no sense of humour whatsoever, I know this because I've had lunch with her, and she's even more miserable in private than she appears to be in public. But the fact is, whether we like it or not, that she is by far actually the most competent of European leaders. Je ne dirais pas ça parce que je crois que les Allemands veulent eux-mêmes dominer l'Europe, mais le fait c'est que l'Allemagne c'est le plus grand pays, il domine au niveau économique et Madame Angela Merkel, j'ai déjeuné avec elle et je peux vous dire qu'elle n'a aucun sens d'humour. Mais elle est gestionnaire, elle gère le pays le plus puissant de l'Europe. Over the last 5 years, 85% of growth in the German economy has been from exports to other Eurozone economies. The only winners out of the Eurozone crisis have been the big German industrial companies. Au niveau économique, les exportations de l'Allemagne, 80% de ces exportations vont vers les autres pays de l'Union européenne. Alors les seuls bénéficiaires de la crise de l'euro, c'est les sociétés allemandes. And this poses a particular and difficult, and up until recently, unspoken about problem for France. Et cela pose un vrai problème, un problème qu'on n'a pas vraiment adressé jusqu'à maintenant pour vous en France. The Mediterranean countries, and I'm talking of course about Greece and Spain and Portugal, as a result of their huge error in joining the euro,
are now being driven effectively into being third world countries. Et la crise de l'euro a mené au fait que les trois pays méditerranéens, l'Espagne, le Portugal et la Grèce, sont sur le chemin de devenir des pays du tiers-monde. But what no one's noticed over the last 2 years is that because the crisis has been so great in Greece, what no one's noticed is that there is actually a very big gap that is opening up, a divergence that is opening up between France and Germany. Et ce que les gens n'ont pas remarqué, c'est qu'avec la crise, surtout pour la Grèce, c'est qu'il y a un immense écart qui commence à se creuser entre la France et l'Allemagne. And given that you've elected as your new president somebody who is a total economic idiot, that problem is going to get worse. Étant donné que vous avez élu comme président un certain monsieur qui, pour moi, est un idiot économique, ça va devenir pire encore. Well, you know, it's all well and good to reduce the retirement age, to increase the minimum wage. It's all well and good to say that we shouldn't work too hard. But the Germans are working very hard. And you're trapped inside the same economic and monetary union with them. Alors, c'est très bien de dire qu'on peut diminuer l'âge de la retraite, d'augmenter le salaire minimum, mais vous êtes en face des mêmes réalités que les Allemands. Vous êtes bloqué dans l'Union monétaire européenne avec eux. I am not advocating a return to extreme nationalism in any way at all. I am advocating a Europe that is based on the Council of Ministers as was set up in Strasbourg in 1948. I am advocating a forum where all of us who live in the European time zone can get together as governments and come to sensible cooperative agreements. Je ne veux pas dire par cela que nous devons retourner au nationalisme extrême. Moi, je veux qu'on retourne à ce qu'on a fait en 1948, c'est d'établir un Conseil de l'Europe des ministres, qui existe toujours, où les gouvernements des pays membres travaillent dans un forum pour parler de quoi ils peuvent faire ensemble pour le meilleur. But a United States of Europe that has been forged without the consent of the peoples of Europe will not work politically, will not work economically, and what the peoples of Europe increasingly need are respectable, decent political parties that they can vote for. Mais moi, je ne crois pas dans les États-Unis de l'Europe. Moi, je trouve qu'il faut travailler ensemble politiquement, il faut travailler ensemble économiquement, mais travailler avec des partis politiques européens qui reflètent le désir des populations de l'Europe qui votent pour ces partis. And coming to this meeting tonight, for me, is a little bit like a time warp, because this feels like a UKIP meeting in England 10 years ago, and I am extremely happy to be here. Et venir à cette réunion ce soir, ça me ramène 10 ans dans le passé. Ça me rappelle vraiment les réunions de UKIP, le parti de M. Farage, il y a 10 ans. Et je suis très content d'être ici parmi vous ce soir. And I want to give my thanks. I want to give my thanks to Debout la République, to Nicolas Dupont-Aignan, and we've shared many platforms before. He's been to my national conferences, and I've been and spoken with him in Paris. And of course, I want to thank Laure Ferrari for organising this evening and for getting this Strasbourg chapter of the party well and truly off the ground. And it's an honour, it really is, to be here this evening. Et je voudrais vous dire que je suis très content d'être ici ce soir. Je voulais remercier Nicolas Dupont-Aignan pour l'accueil. Je voulais remercier Laure Ferrari pour l'organisation. Et je voudrais vous féliciter pour l'établissement de votre noyau du parti ici à Strasbourg ce soir. Je suis très content d'être ici parmi vous. And I
I understand. I understand Nicolaus politics, and we have a joint common project, and it is the European election campaign that will happen in 2014. And we'll be standing, you'll be standing, and there'll be others of us from right across Europe who'll be standing, and we will be the true Democrats. We will be actually the true Europeans, because we're the ones that recognise what Europe ought to be, not the horror that it's become. J'ai déjà partagé avec Nicolas Dupont-Aignan des réunions comme ici. Il est venu à un congrès de UKIP en Angleterre. Moi, je suis allé à Paris pour parler avec lui. Je voulais dire que nous deux, ensemble, pour les élections en 2014, nous allons nous présenter ensemble comme des gérants de partis qui comprennent exactement ce que l'Europe doit être. C'est une Europe des nations, une Europe pour les citoyens, et parce que l'horreur de l'Europe que l'Union européenne représente maintenant. And we've got to inspire people. You know, this isn't just about what we're against. I think what I'm against has been fairly well recorded via the internet over the years. But what we've got to do is inspire people by what we're for. It's a vision of democracy. It's a vision of national self-determination. It's a vision of national self-confidence. It's a vision of cooperation. It's a vision of the nation-state in the 21st century. We must inspire people with that vision. And what we're up against is a group of tired old men who hide in buildings in Strasbourg, Luxembourg and Brussels, defending their failed economics. Et nous devons être pas négatifs et parler négativement de tout cela, nous devons être positifs dans notre message. Nous devons exprimer vraiment notre vision qui est d'autodétermination, d'une vision positive et pas la même vision que celle des bureaucrates qui se cachent dans les grands bâtiments à Strasbourg, à Luxembourg ou à Bruxelles. But success in politics is as much about perspiration as it is about inspiration. Mais la réussite dans la politique, c'est autant la perspiration, mais c'est aussi l'inspiration. You'll get your inspiration from the top here, and that's great. And without that, there wouldn't be this party, and it couldn't happen. But he needs you. He needs you. He needs you. L'inspiration, ça vient du haut. Et le haut, ici, c'est lui, c'est M. Dupont-Aignan. Mais il ne peut pas agir tout seul, il a besoin de vous, de vous. He needs you putting up posters. He needs you joining his party. He needs you delivering leaflets. He needs you going into pubs and restaurants and boring everybody to death until they promise to go out and vote. Debout la République. Thank you. Il a besoin de vous. Vous devez aller dans vous devez distribuer les pancartes, les brochures. Vous devez aller dans les cafés. Vous devez vraiment parler à tout le monde sans cesse pour exprimer ce que le message, c'est vous, c'est debout la République. Merci. Very good. Thank you very much. All right, well done. It worked all right, didn't it? Yeah. We got through it. Bon, bah, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça envoie du bois pour un mercredi soir à Strasbourg. Voilà. Sans plus attendre et avant de passer aux questions, voilà, Monsieur Dupont-Aignan. Merci à vous. Merci Nigel. Thank you very much. Ah, je peux parler anglais, vous serez surpris. J'ai même fait un discours en anglais. C'était où d'ailleurs? Where was your congress? C'était où? Ok. Il pleuvait, mais il y avait la chaleur du cœur. Non, c'était, je ne sais plus. Merci Nigel. Vraiment, merci. Merci Laure Ferrari. Merci Nicolas Chevalier-Roch, qui doit être à l'entrée là-bas et caché. Merci à tous nos responsables de Debout la République, Alsace, Lorraine, d'être ici présents.
Je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'on vit un moment historique. Ça peut paraître prétentieux, mon cher Nigel, mais ce qu'on fait ensemble là, ce n'est pas l'addition de patriotisme individuel. Ce n'est pas l'addition de rejet d'une Union européenne qui a échoué et qui est morte. C'est la construction d'une alliance nouvelle pour reconstruire l'Europe sur des bases saines, avec des fondations. Je ne suis pas là, dans mon combat, pour défendre la France contre les autres. Il n'est pas en Angleterre pour défendre l'Angleterre contre les autres. Nous sommes là pour défendre les démocraties, les peuples, contre une dictature soft, une espèce d'escroquerie monstrueuse qui a kidnappé, comme l'a très bien dit Nigel tout à l'heure, la belle idée européenne, qui l'a détournée, qui l'a instrumentalisée et qui vous culpabilise à longueur de journée. Si vous n'acceptez pas, si nous n'acceptons pas cette Europe-là, nous sommes des mauvais Européens. Si on refuse la nullité, l'incompétence, la corruption parfois, de ceux qui sont à Bruxelles, à Strasbourg, à Luxembourg, c'est qu'on veut déclarer la guerre à l'Allemagne. Mais c'est tout l'inverse. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est nous les vrais Européens. C'est nous qui allons reconstruire. Et l'élection européenne de 2014, l'élection européenne décisive de mai prochain, pas prochain là, le suivant, 2014, sera, j'en suis absolument certain, le premier tremblement de terre qui permettra aux peuples européens de dire leur vérité à ces personnes qui nous gouvernent et qui mettent à bas notre démocratie. Alors je le sais, c'est extrêmement difficile, parce qu'ils cherchent toujours à nous culpabiliser. Ils cherchent toujours à faire croire que nous entraînons les peuples vers la mauvaise voie, alors qu'au contraire, c'est nous qui allons les remettre dans la bonne voie, qui allons construire l'Europe viable, efficace. Et vraiment, je veux remercier Nigel, parce que Nigel a commencé le combat en Angleterre il y a maintenant 15 ans, hein, 15 ans, et je dirais qu'il a un peu d'avance sur nous. Il nous montre le chemin quelque part. Souvenez-vous de cette magnifique phrase de Gandhi que j'adore, pas Gandhi la phrase, mais on peut aimer Gandhi, même si je ne l'ai pas connu. Au début, il vous ignore. Ensuite, il se moque de vous. Par la suite encore, ils vous combattent. Et puis à la fin, vous gagnez. Eh bien, ils l'ont ignoré, comme ils m'ont ignoré. Ils se sont moqués de lui, ils se moquent beaucoup de moi. Ils l'ont combattu, ils le combattent, et il est en train de gagner en Angleterre. Et si Cameron a pris cette décision, c'est parce que Nigel a inlassablement, avec UKIP, mené le combat, fait connaître ce combat. Et c'est pourquoi j'ai envie que vous l'applaudissiez très fort, car il a fait bouger l'Angleterre. Et ce combat qu'il a mené en Angleterre, nous allons le mener en France. J'ai commencé de le mener, d'autres l'ont mené à leur façon. Et il est très très important que les patriotes, sur une ligne républicaine exemplaire, de rassemblement, puissent dire aux Français, comme Nigel a pu le dire aux Anglais, que la chance de la France, c'est surtout, au plus vite, de rompre ces traités, de renégocier ces traités, de reprendre sa liberté, non pas pour être tout seul, vieille peur, j'allais dire vichiste. On va être seul. Très grave. Vous vous souvenez de Raffarin, dans une émission peut-être de télévision, enfin c'était bien tard en général, qui m'expliquait qu'il ne fallait rien dire sur la Chine parce qu'ils étaient plus nombreux que nous. Et donc, à partir de ce moment-là, si on ne peut rien dire à un pays qui a plus d'habitants que nous, je pense qu'on peut supprimer toutes les nationalités, il faut fermer tous les États, tous les pays, et on s'incline.
D'ailleurs, qu'aurait-il dit face à certains totalitarismes dans le passé? Ils étaient plus nombreux que nous. Donc, le point absolument fondamental des prochaines années et des prochains mois, et inlassablement, c'est d'expliquer les deux grandes escroqueries qui, aujourd'hui, intoxiquent ou tentent d'intoxiquer les Français. La première escroquerie, c'est le fameux bilan. L'Union européenne, c'est l'Europe. L'Europe, c'est la paix. Oui, l'Europe, l'idée européenne, c'est le progrès, la paix. Et heureusement, le continent européen est mort de ces deux tragédies, de ces deux monstruosités qui ont été les deux guerres mondiales. Pour autant, c'est la réconciliation qui a précédé la construction européenne. Parce qu'il n'y aurait pas eu de construction européenne sans réconciliation. Et c'est la première forme d'Europe, l'Europe des nations et des projets, qui a permis le progrès social, qui a permis l'élévation fabuleuse du niveau de vie. Et ensuite, cette Europe-là a été dénaturée, a été transformée, a été abîmée, a été capturée. Et aujourd'hui, je veux inlassablement répéter la seule chose qui compte, c'est que l'Union européenne, dont on vous parle à longueur de journée, ce n'est pas l'Europe. Et d'ailleurs, regardez les émissions de télévision, c'est très intéressant, ils ne disent pas Union européenne, ils disent l'Europe. Ils jouent en permanence de la confusion. Car pour moi, je suis désolé, l'Europe, ce n'est pas la démolition de nos économies par une monnaie folle, qui est un poison pour nos industries, qui est un poison pour nos compétitivités. L'Europe n'a rien à voir avec ça. C'est l'Union européenne, c'est l'union monétaire, c'est cette absurdité de l'euro. Alors je le sais, on nous dit, il ne faut pas parler de l'euro. Il ne faut pas parler de l'euro parce que l'euro, c'est l'Europe, c'est la paix. Si vous parlez de l'euro, ça vous fait perdre des voix. C'est vrai qu'on a des économistes, des faux économistes payés par les banques, ont monopolisé l'opinion, les médias, pour nous dire si on sort de l'euro, c'est la catastrophe. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est que c'est parce qu'on est entré dans l'euro que c'est la catastrophe en termes d'emploi. Regardez ce qui s'est passé en Grèce, regardez ce qui se passe en Espagne, regardez ce qui se passe au Portugal, regardez ce qui se passe en Italie, regardez ce qui se passe en France aujourd'hui. C'est la conséquence d'une monnaie surévaluée, absurde, car vous ne pouvez pas avoir une monnaie unique avec des compétitivités différentes. Ça n'a aucun sens. Et le choix est très simple pour les Français aujourd'hui. Soit ils voient leur salaire baisser de 30%, soit c'est la monnaie qui doit être dévaluée, ou plutôt c'est le marque qui doit être réévalué. Et il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre issue, les amis. Alors, je le sais, Nicolas Sarkozy avait promis monts et merveilles. Il s'est fracassé sur la réalité. Hollande a fait les mêmes promesses. Il se fracasse sur la même réalité. La France ne peut pas s'en sortir si il n'y a pas une sortie rapide de l'euro, c'est-à-dire un démontage organisé de cette monnaie. Et contrairement à ce qu'on vous répète toute la journée, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible. On peut tout à fait démonter l'euro, on peut tout à fait retrouver un système de monnaie commune, pas unique, différence entre la monnaie unique et la monnaie commune, l'euro-franc, l'euro-marque, l'euro-PZ, et il y aura naturellement un ajustement des monnaies en fonction de leur compétitivité. C'est une évidence. Je vous renvoie sur les vidéos de notre mouvement, je vous renvoie... mais c'est la condition clé de tout redressement des pays d'Europe. Sauf à considérer que tous les citoyens européens, tous les jeunes doivent travailler en Allemagne, sauf à considérer que l'Allemagne organise des transferts financiers qui se lèvent à des centaines de milliards d'euros. Et même s'ils le voulaient, et ils ne le veulent pas, et à juste raison, ils ne pourraient pas l'organiser. Donc, on est dans une impasse. Et vous voyez aujourd'hui qu'on vous répète à longueur de journée, l'euro est sauvé. Non. Les pays du Sud s'enfoncent dans un désastre. Les pays du Nord ne pourront pas payer. Et vous le voyez très bien, comme l'a très bien dit Nigel,
le fossé entre la France et l'Allemagne s'accroît, et ce n'est pas en masquant ce fossé qu'on réussira, c'est tout au contraire avec nos amis allemands, en gérant ce fossé et en retrouvant notre liberté monétaire pour retrouver notre compétitivité. C'est fondamental. C'est vrai, c'est qu'il parle pas très fort. Un autre point où je veux insister, les libres circulations. La grande force des européistes, leur grand mensonge, c'est de se parer des bons sentiments pour défendre des gros intérêts. Ça, c'est le génie des 68 arts. Et vous l'avez avec Daniel Cohn-Bendit, qui est le prototype absolu. Vous avez la bonne conscience au service des intérêts. Et vous avez un exemple tout à fait clair. C'est les conséquences de l'ouverture totale des frontières, de la libre circulation des personnes, qui est perçue comme un atout, car c'est vrai que c'est sympa, partez en vacances, vous n'avez pas de contrôle. Bon, encore que pour aller à Londres, moi ça ne me gêne pas de montrer mon passeport. Mais quand on réfléchit avec un peu de recul, la disparition des frontières a abouti au retour du Moyen-Âge, c'est-à-dire de l'exploitation de l'homme par l'homme. Quand vous voyez ce que sont devenus, ce que deviennent et ce que sont aujourd'hui, par exemple, les camps de Rome, quand vous voyez, dans ma circonscription, j'ai un camp de Rome, le retour de l'esclavage, un chef de camp, la police ne peut pas accéder au camp de Rome, des enfants qui sont dressés à voler. Quand je dis dressés, c'est dressés à voler. Des filles qui, si elles ne volent pas, sont prostituées. Des mafias. Et c'est ça la liberté? C'est ça les droits de l'homme? J'ai été tout à l'heure voir le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. C'est ça? Je lui dis, mais c'est ça votre bel idéal? Oui, je suis attaché aux droits de l'homme, encore plus que vous. Mais les conséquences de cette nouvelle jungle, elles sont cachées. Les camps de Rome, on les met aux périphéries des villes. On ne veut pas les voir. Cette exploitation de la directive Bolkestein, vous vous souvenez de la directive Bolkestein? On a lutté contre cette directive. Le peuple français a voté non. Ah, aujourd'hui en France, vous avez 300 000 salariés étrangers qui vivent dans des conditions de misère. J'ai été visiter les chantiers de l'Atlantique à Saint-Nazaire pour construire les paquebots, les fameux paquebots dont on parle tant. 2000 salariés, sur les 2000, il y en a 1000. Ils sont polonais, ukrainiens, moldaves, ils dorment dans des voitures comme des chiens. C'est ça les droits de l'homme? C'est ça l'Europe? C'est une honte. Et ça nous parle tout le temps de bons sentiments, de générosité d'âme. L'Europe, c'est une exigence sociale, environnementale, c'est une volonté de travailler ensemble. Et cela ne peut pas fonctionner avec cette espèce de loi insupportable. On le voit tous les jours. Nos Européens le voient tous les jours. Mais ils ne veulent pas le voir, ils ne veulent pas l'entendre. Quand je dis au ministre sur les Roms qu'il faut faire quelque chose, on me dit « Ah, on ne peut pas, l'Union européenne, on ne peut pas. C'est bien l'ouverture des frontières. » Quand on dit la directive Bolkestein, « Ah, on ne peut pas. » Et pendant ce temps-là, nos pays sont en train de crever. Pendant ce temps-là, les haines ressurgissent. Pendant ce temps-là, les hommes et les femmes se battent. On ne peut pas accepter ça. Ce n'est pas conforme à l'idéal, en tout cas l'idéal humaniste, qui est celui de notre pays. Et c'est pourquoi je veux inlassablement dénoncer cette escroquerie. Escroquerie sur l'euro, escroquerie sur l'ouverture des frontières, escroquerie sur la directive Bolkestein, escroquerie sur les financements. J'en ai assez de voir tous ces panneaux financés par l'Union européenne où on fait croire que c'est l'argent de l'Europe qui tomberait du ciel alors que ce n'est que notre argent qui est renvoyé, qui est, j'allais dire, recyclé, qui nourrit une bureaucratie infernale et qui retombe de manière maigre. C'est peut-être le seul désaccord que nous puissions avoir sur le rabais. Mais j'accepte le rabais britannique parce que Nigel Farage est britannique. Mais trêve de plaisanterie. D'ailleurs, vous remarquerez, je voudrais faire une parenthèse, que les chefs d'État vont se déchirer, ils se déchirent en ce moment à Bruxelles, sur le budget européen, que tout ça est totalement dérisoire. Ils vont discuter sur la marge de 20 milliards ou 30 milliards d'euros à l'échelle du continent, alors qu'au même moment, ils ont appuyé sur le frein de manière criminelle. Ce sont des criminels économiques. Ils ont appuyé sur le frein de la récession et ils ont précipité la moitié de la jeunesse espagnole au chômage. 18 millions de chômeurs. Non mais,
Est-ce que vous réalisez le caractère totalement surréaliste des débats qui ont lieu à Bruxelles? 50 milliards pour le PIB de l'ensemble du continent européen. On est en plein délire, en pleine escroquerie, en plein mensonge. Mais non, ils ne veulent pas voir la politique économique suicidaire qu'ils ont mise en œuvre. Et je peux vous dire une chose, c'est que si on continue comme ça, malheureusement, il continue, vous allez avoir des conséquences sociales et donc politiques considérables. Parce que la dignité des hommes est de ne pas accepter de se faire ainsi complètement détruire. Il y avait, je ne sais plus quel empereur romain qui disait « Vous pouvez tondre le peuple, mais vous ne pouvez pas l'écorcher ». Eh bien aujourd'hui, ils écorchent les peuples. Et voilà pourquoi je suis absolument convaincu que nous devons réagir le plus vite possible. La deuxième escroquerie, qui est peut-être plus difficile à démonter, et qui est celle qui abreuve nos oreilles à longueur de journée aujourd'hui dans les médias, c'est l'escroquerie selon laquelle ça ne marche pas, c'est vrai, vous avez raison, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu assez d'Europe. C'est parce qu'on n'a pas été assez loin dans le système. C'est ça deuxième escroquerie. Mais attention, attention parce que ce discours porte, méfiez-vous. Ce discours, a priori, paraît de bon sens. D'ailleurs, les communistes en Union soviétique l'ont beaucoup utilisé dans tous les congrès soviétiques. Si le communisme ne marchait pas en Russie, c'est parce qu'il n'y avait pas assez de communistes. Alors, c'est une machine totalitaire. Monsieur Schulz, le président du Parlement européen, qui est sans doute l'un des pires, en est à menacer d'interdiction de parole des députés comme Nigel qui n'expriment pas la pensée commune. Donc ce n'est plus un Parlement, à partir du moment où on le menace. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le vrai combat notamment des Européennes sera celui-là. Certes, ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas dire que ça marche parce que tout prouve que ça ne marche pas. Les gens le vivent dans leur chair. Emploi, pouvoir d'achat, immigration clandestine, insécurité, mafia. Tout prouve que ce qu'ils ont fait ne marche pas. Donc ils ne peuvent pas dire que ça marche. Alors ils disent, mais vous allez voir ce que ça va marcher. On va faire plus d'Europe. Mais plus d'Europe, ça veut dire quoi? Ça fait 20 ans qu'ils font plus d'Europe. Ça fait 20 ans qu'ils nous tiennent le même discours. Si ça ne marche pas, c'est parce qu'il faut renégocier un nouveau traité. Souvenez-vous de Lisbonne. Souvenez-vous de la Constitution. La Constitution devait être le traité miraculeux. Et aujourd'hui, on nous explique que Lisbonne, ce n'est pas obligatoirement le bon traité, qu'il va falloir aller plus loin. Mais il y a un problème, c'est que les peuples ne veulent pas. Alors comment faire? Alors ils nous expliquent qu'il va falloir faire par auto-législation. Vous avez vu leur truc là? C'est-à-dire qu'on va profiter des compétences qui ont déjà été dévolues pour en accroître le champ. C'est une véritable escroquerie démocratique. C'est la rupture du principe fondamental constitutionnel que les règles collectives de notre démocratie doivent être approuvées par le peuple. C'est la rupture de tout l'esprit de la Révolution française et de la Révolution anglaise d'ailleurs auparavant. C'est-à-dire que les règles que sont choisies doivent être obligatoirement approuvées par le peuple. Or là, c'est une sorte de virus mutant. Eux-mêmes, pour contourner les peuples, veulent utiliser les traités existants pour toujours s'arroger plus de compétences et aller vers une politique suicidaire de dépossession démocratique et de suicide économique. Et c'est là où nous franchissons un stade sans précédent. Et c'est là où on a besoin de réveiller les Français, de réveiller les Allemands. J'étais à Berlin à un congrès sur la souveraineté, et croyez-moi, il y a des Allemands qui commencent à s'inquiéter, de réveiller les Italiens, de réveiller les Espagnols, etc. etc. Car l'enjeu aujourd'hui, pour les années à venir, ce n'est plus seulement l'économie, ce n'est plus seulement le chômage, c'est la démocratie. Est-ce qu'ils veulent transformer l'Europe? En fait, c'est leur rêve. Dans une sorte de Chine, l'ultracapitalisme et la dictature. D'ailleurs, l'UMP, l'avez-vous remarqué, a comme partenaire et comme allié le Parti communiste chinois, ce qui est extraordinaire. Je vous jure que c'est vrai. L'UMP est allié avec le Parti communiste chinois. Donc, et ce que je vous dis est peut-être le plus grave, car en fait, ils sont en train de détruire les nations, les États, les démocraties, de briser les peuples
pour achever une sorte d'économie mondiale qui se passerait de l'assentiment populaire. Le modèle chinois, finalement, est leur rêve. Détricotage permanent des droits économiques et sociaux, rupture avec la démocratie, transformation du citoyen en consommateur. Voilà leur rêve. Et ils sont en train de le faire. Et donc, il vous appartient, je vois beaucoup de jeunes dans la salle, il vous appartient de réagir. Ce n'est pas nous seuls, comme l'a très bien dit Nigel, qui pouvons le faire. Il faut le faire ensemble. Mais il ne faut pas le faire simplement en refusant ce système. Il faut le faire en proposant une politique alternative. Et je conclurai, vous ne savez pas laquelle, n'applaudissez pas avant. C'est toujours dangereux, faites gaffe. Il faut proposer une politique alternative. Alors, quelle est cette vision que l'on pourrait avoir de l'Europe? Rassurez-vous, je serai très bref parce que nous voulons des questions. Quelle est cette vision? C'est d'abord rapatrier le maximum de compétences au niveau national, car la nation est le lieu d'exercice de la démocratie. C'est le seul lieu où les démocraties fonctionnent, c'est-à-dire où il y a responsabilité politique et légitimité de la décision. Et si vous ne rapatriez pas les décisions au niveau national, eh bien vous continuerez avec des systèmes vidés de leur sens. On le voit typiquement en France, élection présidentielle, incapacité totale des présidents à gouverner, totale absence de légitimité, désespérance de nos concitoyens. Donc il faut rapatrier de la décision de l'enjeu au niveau national, premièrement. Deuxième point, réhabilitation de la frontière. La frontière n'est pas un mur. La frontière est une porte, une fenêtre, un filtre, comme la peau. Et il ne peut pas y avoir de société organisée sans une frontière. Après, il y a la manière de gérer la frontière. Et je ne dis pas de mettre des barbelés, et je ne dis pas de mettre des murs. Et il n'y a jamais eu de mur entre la France et l'Angleterre, d'abord parce qu'il y a beaucoup d'eau, mais parce que tout simplement, il y a la responsabilité politique de savoir qui ouvre sa porte et comment et à qui. C'est élémentaire, mais il faut le rappeler. Et je vous recommande un excellent livre que je vous offrirai s'il est traduit en anglais, qui est L'éloge de la frontière de Régis Debray, qui est un livre magnifique que je vous invite à lire. Il n'y a d'ailleurs pas de différence, pas d'altérité sans frontières, car sinon nous sommes tous pareils. Et si nous sommes tous pareils, nous devenons des robots. Et en fait, c'est ce qu'ils veulent, des robots qui consomment et qui produisent à bas prix, et à bas coût surtout. Le troisième point, qui est fondamental dans la vision de l'Europe, c'est d'utiliser l'Europe là où les nations ne peuvent plus agir seules. C'est-à-dire de mettre en œuvre les beaux projets qui devraient nous rassembler et nous permettre, à nous, nations européennes, de peser dans la mondialisation. Car le vrai défi de la mondialisation est scientifique, technologique, industriel, culturel. Et là, nous pouvons allier nos forces, comme nous l'avions fait en matière aéronautique avec l'Angleterre, comme nous devrions le faire en matière universitaire, comme nous devrions le faire sur la voiture propre, les technologies du futur, l'exploitation des fonds des océans, la lutte contre le cancer. Mais ça ne se fera pas avec la Commission de Bruxelles. Ça ne se fera pas à 28. Ça se fera par des projets à la carte, projet par projet. Ce que nous avons fait avec Airbus, nous pouvons le faire dans une vingtaine de domaines. Et c'est là où l'Europe sera utile face à la Chine, face aux grandes puissances de demain, aux continents organisés. Non pas en voulant être continent soi-même, en transformant l'Europe en des États-Unis d'Amérique qui ne fonctionneraient pas, mais tout au contraire, en comprenant que le XXIe siècle, c'est un monde de réseau, c'est un monde de rapidité, c'est un monde d'échange et qui n'a rien à voir avec les grands ensembles du XXe siècle. Et c'est pourquoi, d'ailleurs vous le regardez très vite, dans la mondialisation, ce sont des États agiles, rapides, petits parfois, de Singapour, l'Argentine, la Corée du Sud. Pourquoi ces pays se débrouillent très bien? Parce qu'ils ont une vision de leur identité, de ce qu'ils veulent faire. Ils savent se protéger, ils savent agir en fonction de leurs intérêts. Et cela n'empêche en rien de belles coopérations. Et donc, nous devons organiser l'Europe autour de projets exceptionnels qui redonnent de l'espoir et qui permettent de rêver enfin. C'est ça l'enjeu de demain. Mais ça ne les intéresse pas. Pas du tout. Ils n'en ont rien à faire de l'Europe, et j'allais être plus vulgaire encore, en vérité. Ce sont des escrocs, de grands escrocs.
ils ont été quand même capables, Nigel le sait bien, de donner 1000 milliards d'euros à des banques à 1% d'intérêt. 1000 milliards d'euros à 1% d'intérêt. Et au même moment, ils ne sont pas capables de trouver 1 milliard d'euros ou 10 milliards d'euros pour des beaux projets de coopération qui permettent à l'Europe de garder sa place de leader au XXIe siècle. C'est ça l'enjeu. Alors ne vous laissez plus intoxiquer par ces escrocs. Ce sont de très grands escrocs de haut vol qui mêlent bons sentiments et gros intérêts. Mais comme tous les escrocs, ils ont en eux-mêmes les germes de leur faiblesse. Et leur principale faiblesse, c'est le mépris des peuples, c'est le mépris de la démocratie, c'est l'incapacité à comprendre que les autres comprennent. Et c'est pourquoi le combat que nous menons, que nous entamons, que nous allons relayer dans tous les pays d'Europe, avec Nigel, en Grèce, avec nos amis grecs, et nous avons là-bas un parti de Kamenos qui va pouvoir, le parti des indépendants, qui est un parti à la fois patriotique et républicain comme nous, qui va permettre de développer l'action en Finlande, au Danemark, en Espagne, au Portugal, bref, dans tous les pays d'Europe. Nous allons entamer ce tour d'Europe qui va nous permettre de faire comprendre ce que nous voulons. Retour aux démocraties, projet de coopération à la carte. Et c'est sur ces deux jambes que nous allons progresser. En tout cas, moi je suis absolument convaincu que le peuple attend une alternative, que c'est à nous de la préparer. Je remercie Nigel d'être présent à Strasbourg et je remercie toutes celles et tous ceux qui ont organisé cette réunion et notamment ceux de Debout la République, mais tous les autres aussi, de porter cet espoir pour une nouvelle Europe des nations et des projets. Merci à vous. Lots of common ground. Lots of common ground. Eh bien voilà, merci. Eh bien on va passer au tour de questions. Alors pour la fluidité du débat et pour également nos invités de marque sont pris par le temps. Effectivement, on n'aura pas non plus des heures, malheureusement, ce soir. Donc les questions sont ouvertes. Vous choisissez simplement à qui vous voulez adresser la question, à M. Nigel Farage ou à M. Dupont-Aignan. Donc on a à peu près une demi-heure pour notre série de questions. Donc voilà, je vais ouvrir la parole à qui sera... Qui voudra bien. Là-bas, allez. Ah. Bonjour, c'est une question pour M. Dupont-Aignan. Vous avez dit que vous voulez sortir de l'euro. Or, comme la Commission l'a rappelé elle-même, on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Alors, est-ce que vous voulez aussi sortir de l'Union européenne? Ah, la question, je la connais. Sortir de l'euro. D'abord, je vais vous dire, ce n'est pas la Commission qui va décider ce que veulent les peuples. Et quand vous êtes dans un drame historique, les traités s'envolent comme de vieilles feuilles mortes. Donc tout ça sera très vite réglé, si la volonté politique le veut. Premier point. Deuxième point, je n'aime pas ce mot « sortir ». Pourquoi? Parce que nous sommes l'Europe. La France est au cœur de l'Europe. Elle n'a pas à s'échapper de l'Europe. Elle a en revanche à dénoncer, c'est très clair, dénoncer tous les traités. Dénoncer. On dénonce les traités. Et on reconstruit. Et on renégocie les traités. Mais avec nos partenaires. Mais attendez, excusez-moi, je n'ai pas l'insulte de vous dire que nous ne sommes pas le Luxembourg, ce parasite fiscal excusez-moi, vous êtes français. Bon, eh bien quand on sait qu'on est français, on sait que la France, qui a fait la Révolution française, qui a exporté, avec tout le respect que je dois à la monarchie britannique. Mais comme on a commencé plus tard que vous, comme toujours on a un peu de retard, on a été un peu plus violent, trop violent peut-être. Mais je veux dire très clairement, attendez, il faut arrêter ces arguties juridiques d'un autre âge. On n'est pas le Luxembourg, on n'est pas, je n'ai pas insultant pour les autres pays, parce que tout pays, quelle que soit sa taille, je le respecte. Ce que je ne respecte pas dans le Luxembourg, c'est d'avoir, pourquoi j'ai une dent contre le Luxembourg, c'est que je n'accepte pas qu'on fasse de ce pays qui est un paradis fiscal le héros de l'Europe et qu'on lui confie les clés du coffre de la zone euro. Je trouve ça ahurissant. Voilà, bon, c'est une parenthèse. Mais je n'ai rien contre les Luxembourgeois. Voilà. Non, mais très clairement, à partir du moment où les Français, comme d'autres peuples, parlent aux autres peuples et disent nous allons démonter l'euro. Nous avons écrit sur Internet, vous retrouvez, le démontage de la zone euro.
Mais il n'y aura pas de problème. Parce que le combat, encore une fois, n'est pas entre la France et les autres pays. Vous semblez faire croire que, avec qui? Mais avec les autres peuples. Mais vous ne croyez pas que le peuple grec... Mais qu'est-ce que vous en savez, puisqu'on n'a pas essayé? Et qu'est-ce que vous en savez, puisqu'on n'a pas essayé? On a essayé le Conseil de l'Europe. Je suis désolé. Attendez. La coopération internationale, Airbus, Ariane, ont été signés dans quel cas? Celui du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, et ni de la Constitution. Non mais Monsieur Marie, un petit instant, on peut vous donner la parole tout à l'heure, mais... Il est connu. Attendez. Alors, je veux être très clair. Chut. Attendez. Chut. Je veux être très clair. L'Union européenne, dans sa forme actuelle, est morte. Nous le savons. Mais nous n'avons pas, je n'emploierai pas ce mot de sortir, parce que je le trouve totalement contre-productif. Il fait peur, et nous n'avons pas besoin de sortir. Ce n'est pas à nous de sortir. C'est aux eurocrates, c'est à ces dirigeants criminels de sortir. C'est à eux de partir. Moi, je n'ai pas à partir de l'Europe. La France, elle est au cœur de l'Europe. J'ai à reconstruire l'Europe avec nos partenaires et nos amis. Et avec les peuples amis. Et je peux vous dire une chose, que le jour, excusez-moi, vous aurez la parole. Que le jour, et vous l'avez déjà prise, bon, et vous l'aurez, mais que le jour où le peuple français, comme le peuple britannique, ou d'autres grands peuples, comme le peuple allemand, diront stop, ça suffit, vous verrez très vite que tout ce château de cartes sera débarrassé très vite, il n'y a pas de problème. En revanche, ce qui compte, c'est pas dire je sors comme si on allait sortir, comme si on allait déménager la France. On ne va pas déménager le territoire français. En revanche, c'est de dire qu'est-ce qu'on va reconstruire, qu'est-ce qu'on va proposer, comment on va maintenir la paix, le progrès social. Car moi, je ne veux pas déclarer la guerre aux autres pays. Moi, je veux reconstruire un continent de paix et de progrès. Je veux qu'il y ait des belles coopérations. Voilà, c'est tout. Donc, arrêtez avec cette folie de dire est-ce que vous voulez sortir ou pas? Ce n'est pas la question. C'est la question de renégocier l'ensemble des traités. C'est d'avoir le courage de dire que ce système ne marche pas et qu'on peut faire une belle Europe fondée sur des nations équilibrées, bien dans leur peau, qui travaillent ensemble. C'est exactement comme une famille. Il n'y a pas besoin de fuir le domicile familial obligatoirement pour reconstruire des rapports sains et travailler ensemble en se respectant mutuellement. Or, aujourd'hui, on ne respecte plus la France, et ce n'est même pas la question de la France, on ne respecte plus les peuples. Car si vous faisiez un référendum dans chaque pays d'Europe, je vous mets au défi, à part peut-être quelques exceptions, de voir le oui triompher. Donc on va tout reconstruire. Pourquoi votre question n'a pas d'objet? On va reconstruire, bien sûr. Voilà. Alors, question. Une précision, parce que je ne comprends pas en fait l'emploi de vos mots. Vous dites on va reconstruire. Mais pour reconstruire quelque chose, il faut bien l'avoir détruit au préalable. Ah non, attendez. S'il vous plaît, attendez. Nous sommes des gens sérieux. Chut. Nous sommes des gens sérieux dans une assemblée sérieuse. Monsieur Farage est là, moi aussi, donc je ne voudrais pas que Je voudrais que vous avez la parole, je vous réponds calmement, je vous demande de ne pas répondre à monsieur, car on n'est pas au cirque. Hein. En tout cas, moi, je ne conçois pas la politique comme ça. Reconstruire, donc on est bien d'accord qu'il faut détruire quelque chose pour le reconstruire. D'accord? Donc, à partir du moment où on estime qu'on doit reconstruire quelque chose, sachant que le seul moyen de sortir de la zone euro à l'heure actuelle, si on veut le faire rapidement, parce que comme vous le dites si bien, les peuples souffrent aujourd'hui, il y a urgence, d'accord? Et donc, négocier une sortie... Mais il n'y a pas à négocier. Excusez-moi, vous ne m'avez pas compris. Quand je dis... Attendez, laissez-moi finir. Oui. Je donne juste mon avis. Clair. À 27, on est bien d'accord qu'à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe à 27? À chaque fois qu'on met un sujet sur la table, il se passe des semaines et des semaines, voire des mois, voire des années, avant qu'on aboutisse à une solution commune. Donc là, vous êtes en train de me dire que vous allez faire exactement la même chose que ce qui a été fait jusqu'à maintenant, pour dire qu'on va tous se mettre d'accord à sortir de la zone euro. Alors, je me suis mal exprimé. Voilà. Alors, c'est pour ça que c'est très clair. Il faut que ce soit si, par bonheur, nous étions élus et j'étais élu, je mettrais en place la procédure de démontage de l'euro, de sortie de l'euro si vous le préférez. Mais comment? Parce que la France est un État souverain. Mais monsieur, mais vous êtes un bureaucrate de la... Vous devriez aller au Parlement européen. Hein? Quel article? Quoi? Quel article?
Mais attendez. Monsieur, excusez-moi. Quel article? Mais écoutez, monsieur, est-ce que vous avez fait... Vous avez regardé l'histoire? L'histoire, c'est... ça ne marche pas par des articles. Non, excusez-moi, non. Non, mais... Un pays a le droit de rompre avec un traité. Il n'a pas besoin de négocier avec les uns les autres. Mais comment? Parce qu'un pays, dans mon esprit, est souverain. Et la France est souveraine. Bon, écoutez, Non, laissez, calmez-vous. on va prendre... Ah, je crois que Nigel, voilà, à son mot à dire. You know, I can't resist all this argy-bargy without getting involved myself. You're going to need the microphone, aren't you? Yeah, sorry, you're going to need that. Je ne peux pas résister à toutes ces querelles avant sans m'impliquer moi-même là-dedans. Just possibly, the British are all going to do you a big favour. Because I can see that the thought of France leaving the European Union, when you're one of the founders of it, is quite a difficult political concept to think about. Alors, le Royaume-Uni va peut-être vous rendre un grand service. Je sais que vous, étant pays fondateur de l'Union européenne, le concept politique de quitter l'Union européenne, c'est très difficile. But when you come from an offshore mid-Atlantic island, there is a somewhat different perspective on this debate. Mais si vous venez d'une île à moitié dans l'Atlantique, le concept de ce débat, c'est un peu différent. And be in no doubt, you know, be in no doubt the three of you that have made comments and asked questions so far, the debate in Britain is further down the road. The debate in Britain, and Mr. Cameron actually made a speech on this 3 weeks ago, a speech that he never wanted to give, but a speech that he had to give because of the strength of UKIP in the opinion polls. And the debate in Britain is in or out. Et le débat au Royaume-Uni, c'est beaucoup plus avancé que chez vous. Monsieur Cameron a donné un discours il y a 3 semaines, un discours qu'il ne voulait pas faire, mais il a dû le faire grâce à la puissance de UKIP. Et le débat au Royaume-Uni maintenant, c'est si on quitte ou pas, si on sort ou pas. Now I know that historically, the French don't always think that what the British do is wonderful, but there is a very strong chance that within a few short years from now, we're going to have a referendum in the United Kingdom where we do leave the European Union. But my emphasis is this, sir. I want us to leave political union. I don't want us to leave Europe. I want us to leave political union. Il y a de grandes chances alors que le Royaume-Uni, dans plusieurs années, mais bientôt, dans certaines années, va quitter l'Union européenne. C'est une chose réaliste. Mais je ne veux pas que le Royaume-Uni quitte l'Union politique européenne. Je veux bien qu'on quitte l'Union politique européenne, mais pas l'Europe. And when we're not part of that political Europe, we will go on buying Mercedes, we will go on buying champagne, we will go on selling our insurance services and our equity sales, and we'll all go on doing business together, just as we do business together now, without being part of that political union. And I think that what's going to happen in Britain in the next few years is actually going to make it easier for the politicians in Eurosceptic parties elsewhere. But what you need in France, and what you haven't got, is you've got to get these guys with a decent-sized elected representation to start making these arguments. Alors, quand nous quitterons l'union politique, on ne va pas arrêter d'acheter des Mercedes, on ne va pas arrêter de boire le champagne, on va continuer à vous vendre les services financiers. Mais on sera dans une situation où on peut décider nous-mêmes, et la seule façon de faire ça est de convaincre les autres pays et les partis eurosceptiques dans les pays comme le vôtre, c'est d'élire et de voter pour des partis eurosceptiques pour que ça puisse arriver dans des pays comme le vôtre aussi. Donc une autre question. J'aurais aimé savoir comment, dans votre idée de la reconstruction de l'Europe, vous pourriez instaurer une collaboration entre la France et d'autres pays sans instaurer de liberté de circulation, puisque vous aviez eu l'air de dire que ces libertés-là avaient finalement ramené que des camps d'Europe.
je vais vous dire, avant je voudrais vous faire une confidence. Nous ne gagnerons jamais le combat pour la démocratie et pour la reconstruction de nations libres coopérant entre elles avec des énergumènes qui font fuir tous les électeurs. Voilà, je parle clairement. J'ai rien contre ce monsieur. Je comprends sa volonté de dire on s'en va, on envoie tout balader et tout. Mais est-ce que vous croyez un instant qu'on va sortir qu'on va pouvoir reconstruire l'Europe, défendre la patrie, offrir un avenir à nos enfants, convaincre les électeurs avec ce type d'excitation? Moi, je ne le crois pas. Et j'assume totalement ma ligne dont je ne dévierai pas, qui est celle d'un patriotisme républicain de coopération avec les autres. Et je refuse d'être enfermé. Je refuse d'être enfermé dans des mouvements sectaires qui nous fâcheraient définitivement avec le peuple français qui a connu 2 guerres mondiales, qui a connu des traumatismes, qui obligatoirement lui montrent qu'il faut à la fois défendre la patrie, mais être capable de coopérer avec les autres. Et je vous renvoie à cette belle phrase du général de Gaulle, ne confondez pas le nationalisme et le patriotisme. Moi, je ne serai pas nationaliste. Donc, si ça en déçoit certains, tant mieux. Je n'ai pas affaire de céder à une surenchère. Je ne suis pas nationaliste, je suis patriote. Et je veux reconstruire la France, lui redonner sa liberté, en bonne intelligence avec ses voisins. Voilà, c'est clair, net, précis. Alors, je sais qu'on me fait des procès en sorcellerie. Ah, il ne veut pas sortir, il ne veut pas l'article 50, il ne veut pas ceci. Moi, je veux gagner. Et je veux conduire le pays à la victoire et nos idées à la victoire. Et j'y arriverai. Et vous verrez. Et je veux convaincre les Français. Et je ne ferai pas le... c'est très important. Parce que sinon, on peut se faire plaisir. On peut se faire plaisir. Mais on ne gagnera jamais. Et quand je dis gagner, ce n'est pas en faisant des compromissions, parce que j'en ai jamais fait. J'ai quitté le RPR au moment où il a signé Amsterdam, je l'ai prouvé. J'ai quitté l'UMP parce que je n'acceptais pas le traité de Lisbonne. Donc j'ai aucun procès en sorcellerie de pas assez bon patriote, et je n'accepte pas ça. Mais en revanche, je ne tomberai pas dans le délire. Je n'ai pas à sortir de l'Europe parce que je suis l'Europe, parce que la France est au cœur de l'Europe. En revanche, dénonçons tous les traités, oui, dénonçons tous les traités, et reconstruisons l'Europe. Ça fera l'objet d'une négociation, mais entre-temps, on sera sorti de l'euro, on aura rétabli nos frontières. Parce que la souveraineté, c'est quoi? C'est la monnaie, c'est la frontière, et je vais répondre à votre question, mademoiselle. C'est la monnaie, c'est la frontière, c'est son propre budget. Voilà, il faut redonner aux hommes politiques français la maîtrise du destin du pays. La frontière, ce n'est pas interdire la circulation, ou la libre circulation éventuellement, c'est la conditionner et la contrôler. Donc, je suis contre la libre circulation totale, mais je veux, parce que j'estime qu'elle est instrumentalisée par les esclavagistes, hein, et que si la France veut défendre un niveau social, elle doit conserver ses frontières. Mais une frontière, c'est comme la porte et la fenêtre. Quand il fait trop chaud dans la maison, vous ouvrez la fenêtre. Quand vous avez des amis qui viennent dîner, vous ouvrez la porte. Donc, la frontière, c'est simplement garder la maîtrise de l'entrée sur le territoire français. Et l'Angleterre l'a fait. Et c'est tout. Donc, revenons à des choses raisonnables. Voilà. J'espère vous avoir répondu. Maintenant, il y a sûrement des questions pour Nigel. Allez, il est passé où? Parce qu'il est passé où, Guillaume? Le pauvre. Et Guillaume, venez faire le... Allez-y, monsieur. Moi, je ne connais pas les gens. Guillaume, c'est vous qui connaissez. Alors, Guillaume, vous donnez la parole. Aux uns et aux autres. Vous, monsieur, avec le reste. La question s'adresse à monsieur Nigel Farage. J'aurais aimé savoir, vous êtes d'accord que l'État-nation est une construction historique. Elle est datée de la révolution industrielle, basée sur des principes comme la centralisation, la concentration, la synchronisation et la standardisation. La standardisation qui a justement permis à l'État-nation de détruire les identités locales. Comme aujourd'hui, l'Europe est en train de détruire les identités nationales. Et à mesure qu'on avance, on voit que ces identités collectives se diluent. L'esprit du clocher était sans doute beaucoup plus prégnant que l'État-nation. Et comme l'identité européenne sera elle-même beaucoup
plus diffuse que l'identité nationale. Donc ma question, c'est de savoir si votre combat n'est pas un combat pour les identités collectives et contre les libertés, les identités individuelles, et finalement s'il n'y a pas chez vous une peur de la liberté. Well, I mean, it's very interesting and a very intellectual question. Okay, let's have a go. Let's have a go. In 1945, there were 50 countries in the world, 56 to be precise. There are now 230. Alors, c'est une question intellectuelle, je vais essayer de répondre. En 1945, il y avait 56 pays dans le monde, maintenant il y a 230 à peu près. So actually what's been happening over the last 70 years is all across the world, people have been saying this artificial line that was drawn on a map by a bureaucrat isn't something I recognise, but I feel part of something through language, very often is the reason, and we want our own identity and we want to create our own nation state. One of the biggest growth markets in world affairs since World War II has been the growth of new nation states. Alors, depuis 70 ans, on a vu la croissance dans le nombre d'États-nations, des gens qui, pour des raisons différentes, beaucoup à cause de la langue ou la culture, ont décidé d'établir un État-nation. Et c'est presque une industrie de croissance depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on a vu la croissance des États-nations. Apart, of course, from one part of the world where the great and the good have decided that the nation state must be abolished. And it's called the European Union. And yesterday, I listened to Guy Verhofstadt, who leads the Liberal group in the European Parliament, and he said in the 21st century, the nation state will disappear, which shows you just how completely out of touch with reality the leaders of the European project are. À part, c'est-à-dire l'Union européenne, où on a vu depuis les derniers 50 ans l'idée que l'État-nation doit disparaître. Hier, j'ai entendu M. Guy Verhofstadt, qui est le président du groupe libéral au Parlement européen, dire que dans le XXIe siècle, il n'y aura plus d'État-nation. Et ça démontre comment les leaders européens ont perdu le sens de la réalité avec leur rêve de l'Europe. Whether I come from Newcastle or whether I come from Canterbury in the south of England, you know, that's our flag. And we share a language. And we share a history. And if it came to it, and I hope it doesn't, but if it came to it, we'd put on khaki and go out and fight for it. But there's not anybody I've met in France or in Germany or in Britain who would volunteer and risk their life and put on a military uniform to fight for that European flag. It is a completely false identity. It is a new identity they are attempting to force upon the peoples of Europe, and we've got to tell them we don't want it. N'importe d'où vous venez en Angleterre, de Newcastle dans le nord-ouest, dans le nord-est ou de Canterbury dans le sud, on est tous membres de la nation avec le drapeau ici derrière. Par contre, je ne connais personne, et il y a des gens qui seraient disposés à mettre un uniforme militaire et aller combattre dans une guerre pour défendre ce drapeau. Mais je ne connais personne au Royaume-Uni, mais peut-être en France et ailleurs aussi, qui voudrait mettre un uniforme pour aller combattre pour défendre le drapeau européen. Et ça, c'est la différence. Alors, comme le temps nous presse, nous allons prendre une dernière série de questions. Alors, 3 ou 4. Oui, monsieur, au milieu. Oui, vas-y. C'est une proposition. D'abord une question. Qu'est-ce qui se passe le 14 février? On fait quoi le 14 février? En deux consommateurs. Le 14 février, c'est le 1171e anniversaire du serment de Strasbourg. Ça s'est passé ici, un peu à l'ouest. Je
je situe juste la situation à l'époque. Depuis la chute de l'Empire romain, il y a des gens qui veulent reconstruire la grande unité. À l'époque, c'était Lothaire qui voulait faire de ça, enfin l'Empire. Il y avait à l'époque aussi beaucoup de promesses comme aujourd'hui. Et puis la réalité, elle était très différente. Alors il y a Louis le Germanique et Charles le Chauve qui se sont mis d'accord pour dire on en finit avec tout ça. Ils sont venus ici à Strasbourg un 14 février, donc en 842. Et ils ont fait un serment pour dire on s'entraide, pour coopérer, et puis pour être indépendants et pour nous débarrasser de ceux qui veulent faire ce grand machin qui déjà à l'époque ne marchait pas. Et c'est un peu l'acte de naissance de la politique que nous on souhaite. Donc je vous propose de faire ce jour-là, en Angleterre, chez nous et tout, un moment, une célébration, quelque chose où on pourrait dire, en écho à ce qu'ils ont décidé à Strasbourg. À l'époque aussi, il y a les jurisconsultes de l'hôtel qui sont venus, article 50. I'm going to answer that. You know, I know that gay marriage is now fashionable, but I don't think I'm going to have a date on Valentine's Day with Nicola. Alors, je sais bien qu'on parle beaucoup des mariages homosexuels pour le moment, mais le 14 février, je ne crois pas que je vais sortir avec Nicolas Dupont-Aignan. Mr. Farage, I wanted to know, yesterday at the European Parliament, you said that the European Union was increasingly about war. Yes. And I wanted to know if you could develop a bit that point, because I don't see whether you feel like there is a risk of internal physical conflict inside the Eurozone or Hier, au Parlement européen, M. Farage, vous avez dit que vous croyez que l'Union européenne, il y a un risque accru de guerre. Est-ce que vous pensez vraiment qu'il y a un risque de conflit physique en Europe maintenant? I don't think an hour and a half into a public meeting I can really do that question justice, because it is a very important, a very key, and a very fundamental question. But let me tell you what prompted it. What prompted it was an interview on Sunday with Tony Blair. And Blair was asked about Europe, and he said, look, the European Union is not about peace anymore, it's about power. On a débattu pendant 1h30, on n'a pas le temps maintenant pour répondre à une question qui est aussi importante que cela, je n'ai pas vraiment le temps de répondre. Mais je dois dire que ce que j'ai dit hier, c'était inspiré par un entretien avec Tony Blair dans un journal le dimanche, où Tony Blair a dit que l'Union européenne, ce qui se passe en Europe, c'est plus question de guerre, c'est question de coopération, c'est plutôt question de pouvoir. And this union, which I believe has no legitimacy, because nobody in this room has ever said they want to be part of the United States of Europe, and it's the same in my country, this union is desperate to develop for itself the identity of a state, not just within Europe, but around the rest of the world. And I confidently predict that as this Eurozone train crash drags on and gets worse, what will be seen in the institutions of the European Parliament as being the great solution will be to send armies and navies to Africa in particular, and that'll be seen as a wonderful diversion and a wonderful unifying success for the European Union. And if they're not careful, what they will do in the Maghreb and North Africa is they will drag us into a war against Islamism, which is completely unwinnable and will cost the lives of thousands of people, and I want no part of it. Et moi j'ai vraiment peur avec les rêves des gens qui veulent créer vraiment un État-nation, les États-Unis de l'Europe. Leur rêve, c'est de créer un jour une armée, peut-être une marine européenne qui puisse aller combattre des guerres, peut-être en Afrique ou ailleurs, pour combattre contre l'islamisme peut-être, et amener des gens de notre territoire pour lutter dans une telle guerre. Et moi, je ne veux pas de ça. Je ne veux pas être partie de ça. Je suis totalement contre cette vision. Alors, c'est une dernière question pour le jeune homme, ici, au centre. Elle a ce doute, c'est pour savoir si vraiment
I don't believe anything David Cameron says, ever. He is classic of that modern style of politician. You know, the one thing he does believe in is he wants the keys to the door of number 10 Downing Street, and that's all he really believes in. Moi, je ne crois à rien de ce que M. Cameron dit. La seule chose que M. Cameron croit comme une philosophie politique, c'est de garder les clés pour 10 Downing Street, Though to be fair, l'office du Premier ministre. To be fair, he has had one remarkable achievement recently, because when he stood up to give that speech, the speech that was designed to fend off UKIP, I noticed from his hair that he's managed to reverse the greying process, and that's a wonderful thing. Par contre, une très belle réussite de M. Cameron, c'était pendant son discours, il y a 3 semaines, le discours qu'il a tenu pour essayer de combattre l'effet de UKIP, c'est qu'il n'a plus, il a beaucoup moins de cheveux gris qu'avant. Il a réussi à diminuer la croissance de ses cheveux blancs sur sa tête. C'est merveilleux. In 2007, he said, if I become Prime Minister, I give you this cast iron guarantee that if I become the British Prime Minister, I'll give you a referendum on the Lisbon Treaty. He didn't do so. Why would I believe anything that man says now? I do not, and we will go on fighting him, and we will go on fighting the rest of the political class in Britain, who are no better than the political class in France or Germany or right across this continent, and we've got to get rid of them. We've got to turf them out and have a completely new, dynamic, forward-looking kind of politics, and I believe it's happening. Alors, en 2007, Cameron a dit clairement qu'il y aura un référendum sur le traité de Lisbonne, et ça n'a jamais eu lieu. Alors, je ne crois à rien de ce que M. Cameron dit. Et la seule chose que moi je crois, c'est qu'il faut se débarrasser de son type, des hommes politiques comme lui, pas seulement au Royaume-Uni, mais en France, en Allemagne, et c'est vraiment de virer ces gens-là, de rétablir une classe politique pour l'avenir de tous nos citoyens. Merci. Dernière question. Alors on va prendre une toute dernière question. Allez, au hasard. Oui, cher monsieur. Alors, une question pour M. Farage, mais aussi pour M. Dupont-Aignan. Sur les billets euros, derrière, on a un pont qui mène nulle part, là vers l'ouest, apparemment. Qui part de l'Europe, qui va vers l'ouest, pardon, c'est vers l'ouest, il y a au bout, il y a quand même un continent. Or, vous avez dit tout à l'heure, M. Farage, c'est l'Allemagne qui domine en Europe aujourd'hui, c'est elle qui impose ses durées. Or, l'armée de l'Europe, apparemment, elle n'existe pas, c'est l'OTAN, c'est-à-dire l'armée américaine. Et récemment, Washington et l'Europe ont parlé d'une nouvelle, un projet, disons, il y a quelques jours, d'une sorte de libre-échange, une zone de libre-échange, qui serait une fédération atlantiste. Alors, quelle est la position de vos partis respectifs par rapport à ça? Ça a été immédiatement relevé par Mme Brick, ministre du Commerce extérieur, pour dire que c'est une très bonne idée. Quel est le maître de l'Europe? My position on this is that we as the United Kingdom, a country of 63 million people, at the head of a Commonwealth with 2 billion people, are perfectly fit and capable to negotiate our own trade deals with any country we choose around the world, and we don't need the European Commission to do it on our behalf. And that's what all of us need, a bit more self-confidence, that we can actually run our own countries and make our own decisions and not have them taken by people we can't vote for in the first place and cannot remove at any point in time. Alors, moi, je crois vraiment que le Royaume-Uni est capable de négocier un traité de commerce librement. Nous sommes un pays de 63 millions d'habitants. Nous sommes les chefs de Commonwealth de 2 milliards d'habitants. Et je crois que nous sommes dans une position de pouvoir négocier ce que nous voulons et ne pas devoir nous être imposés à Bruxelles par des gens qui ne sont pas élus.
que nous devons suivre les conseils de ces gens-là qui négociaient pour nous. Je crois que nous pouvons faire ça tout seuls. Et vous aussi. Merci. Nigel, je voudrais juste répondre à la question de monsieur. Et il y a une autre question, il est peut-être parti. Non, il est assis au fond, sur la guerre. Je veux vraiment insister sur un point, c'est que le continent européen est vraiment dans une situation de bascule. Si on continue encore quelques années cette politique, oui, ça peut mener à la guerre, à des guerres civiles, à des mouvements très protestataires. Et je dirais presque, c'est grave ce que je vais vous dire, je dirais presque qu'au fond d'eux-mêmes, c'est ce qu'ils souhaitent. Ils en sont au point où ils souhaitent le pire pour imposer une collectivité illégitime. Et j'en veux pour preuve, lisez les articles, il faut toujours lire les articles de ses ennemis. Lisez l'article de Bernard-Henri Lévy dans Le Monde. Non mais lisez-le. Bernard-Henri Lévy avec trois autres éditorialistes de bazar qui ont écrit un article impressionnant où il dit il nous faut une bonne guerre de sécession en Europe. Il dit ça. Il dit les États-Unis ont eu leur guerre de sécession qui a permis de régler leurs comptes aux souverainistes. C'est ça qu'il dit. Lisez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, et c'est très grave, ils sont dans une fuite en avant. Ils sont au milieu du gué. Et leur seule solution, c'est de nier les difficultés, de les oublier et de forcer le destin, comme ils disent. Et ce faisant, ils sont exactement dans la même situation que les communistes à la fin du communisme. Et nous sommes à la veille d'épreuves de force considérables. Et c'est très simple. Soit nous arrivons à convaincre les Français, les Anglais, les peuples qu'on peut sortir de cet engrenage fatal et apporter une vraie politique alternative, crédible, sérieuse, raisonnable, ce qui ne veut pas dire conforme à ces traités-là. Et nous échapperons au pire. Soit nous partirons dans l'engagement des guerres civiles, des heurts sociaux, du délabrement de la misère, qui est en train de frapper déjà la Grèce et qui est en train de gagner l'ensemble du continent. Donc ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas un combat comme les autres que nous menons. Ce n'est pas le combat de la gauche ou de la droite, ce n'est pas le combat contre les autres peuples, ça n'a rien à voir. C'est un combat fondamental pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et je vous rappellerai pour conclure, et ça sera mon dernier propos, puisque nous devons reprendre le TGV, mais souvenez-vous, et je peux prendre Nigel pour Winston Churchill, mais je ne peux pas me prendre pour le général de Gaulle. Donc, mais souvenez-vous de cette phrase de Gaulle en 1942 à l'Albert Hall, qui disait « Le choix, c'est entre l'esclavage et l'indépendance ». C'est ça le choix. Est-ce qu'on veut l'esclavage ou est-ce qu'on veut l'indépendance? Eh bien, c'est la question que je vous pose. Nous, vous le savez, nous proposerons à nos deux peuples respectifs l'indépendance. Merci à vous. I'd definitely be a goalist. Really good.